Mais laisse-moi dire que c'était pas toi le problème, c'est la manière dont tu as appris à apprendre qui n'était pas la bonne. La manière dont tu apprends pour vrai, ça peut totalement changer ta vie. Donc que tu sois à l'école, que tu souhaites booster ta carrière ou bien que tu souhaites juste apprendre un nouveau sujet par intérêt personnel, je te garantis que tout ça a vraiment la possibilité de changer ta vie et faire en sorte que tu te différencies dans un marché qui est de plus en plus compétitif. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Et si je te disais que tout ce que tu as appris par rapport à l'apprentissage à l'école était faux? Donc, la manière d'apprendre, c'est quelque chose qui est hyper important et, comme tu peux le deviner, tu l'as probablement jamais appris à l'école en cours et c'est pour ça que, admettons, un cours que tu as appris il y a une semaine, quelques mois ou même des années, t'es aucunement capable de t'en rappeler. Parce que la manière dont t'as appris le contexte et les concepts n'est pas efficace. Peut-être que t'avais des excellentes notes en examen ou peut-être que l'école, c'était peut-être pas exactement pour toi puis t'as toujours trouvé ça assez difficile, mais laisse-moi dire que c'était pas toi le problème, c'est la manière dont t'as appris à apprendre qui n'était pas la bonne. Que tu sois à l'école, sur le marché du travail ou bien que tu souhaites apprendre quelque chose de nouveau juste pour parfaire tes compétences ou par intérêt personnel, je te garantis que cet épisode va changer l'approche avec laquelle tu apprends en général, que tu vas pouvoir accélérer ta carrière et te différencier sur un marché qui est hyper compétitif. Dans cet épisode, je te guide au travers les 9 principes qui définissent les Ultra Learners, donc les apprenants hyper rapides, et comment tu peux en devenir une aussi, peu importe d'où est-ce que tu viens. Si devenir la meilleure version de toi-même et apprendre de nouvelles choses est quelque chose qui te passionne, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sort à chaque mercredi. Et sinon, commençons les 9 principes. Donc, le premier principe, c'est le méta-apprentissage. Donc, en fait, le mot méta, à l'origine, c'est un mot grec qui signifie au-delà. Donc, ça signifie à propos de. Donc, méta-apprentissage, ça signifie littéralement apprendre à apprendre. Le plus important avant de commencer à vouloir apprendre quoi que ce soit, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu veux l'apprendre. Donc, il y a 2 types de motivation, il y a extrinsèque et intrinsèque. Donc, les raisons extrinsèques, par exemple, ça pourrait être parce que ton emploi devient obsolète dans un certain domaine dû à une technologie, donc tu dois trouver un moyen de rester pertinente dans ce milieu-là. Ce que ça veut dire, admettons, c'est que peut-être que les informations que tu vas apprendre ne sont pas nécessairement parce que ça t'intéresse, mais il y a quand même un gain à les apprendre parce que ça fait en sorte que tu te différencies sur le marché du travail, tu peux peut-être avoir un nouvel emploi qui va peut-être mieux payer et tu t'améliores en général dans la sphère de l'emploi et de la carrière. Ensuite, on a les raisons intrinsèques. Donc, les raisons intrinsèques, telles que le mot l'indique, c'est des raisons qui sont propres à toi et qui viennent d'un désir à explorer un nouveau domaine. Donc, littéralement, ça peut être n'importe quoi, que ce soit au niveau des arts, des mathématiques, de la physique, de la cuisine, peu importe ce qui t'intéresse. Si tu as cette drive à apprendre, mais que tu n'as pas nécessairement un besoin qui est concret et qui est attendu de la part de d'autres personnes, c'est là qu'on pourrait qualifier ça d'une motivation intrinsèque à apprendre quelque chose. Et c'est sûr que les raisons intrinsèques vont toujours être plus amusantes que les raisons extrinsèques. Naturellement, lorsqu'on a un désir d'apprendre quelque chose qui vient de nous, ben naturellement, on va avoir plus d'intérêt et donc plus de motivation et ça va être plus facile, admettons, de rester dans le loop. Puis si on reste aussi dans le comment apprendre, c'est aussi pertinent de demander à des personnes qui sont déjà où est-ce que tu veux aller ou bien qui sont des maîtres dans le domaine que tu aimerais explorer, quelles sont les étapes nécessaires à se rendre à ce point-là. Puis aussi, est-ce que les objectifs que tu te fixes sont légitimes par rapport à où est-ce que tu veux aller? Donc ça, admettons, tu peux rejoindre des personnes dans ce style-là par rapport aux événements de réseautage, par LinkedIn, par des courriels, peu importe le médium qui te permet de communiquer avec eux et d'avoir du feedback et de l'information par rapport à ce que tu veux apprendre et comment est-ce que tu aimerais t'y rendre. Maintenant qu'on sait comment est-ce que tu veux apprendre, pourquoi, on peut maintenant regarder le quoi. Donc, le quoi, en fait, ça regroupe 3 catégories qui sont les procédures, les faits et les concepts. Lorsque tu aimerais apprendre un sujet en particulier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille et tu vas la séparer en 3 catégories distinctes. Les concepts, en fait, ce sont des aspects qui doivent être compris de manière flexible pour pouvoir être utiles et ensuite les utiliser. Donc, en général, les domaines comme, par exemple, les mathématiques ou la physique sont des domaines qui ont énormément de concepts parce que c'est important de comprendre la base pour pouvoir ensuite les appliquer dans différents ensembles de problèmes. S'il y a quelque chose qui nécessite d'être compris et non mémorisé, ça s'en va dans la catégorie de concept. Ensuite, la deuxième colonne, ça va être les faits. Les faits, ça mesure les aspects qui ont besoin d'être mémorisés. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être soit des mots de vocabulaire, des principes trigonométriques, en quelle date la Magna Carta a-t-elle été signée. Donc, tous des aspects où est-ce que c'est possible de juste s'en rappeler pour avoir la réponse et c'est un fait, ça s'en va là-dedans. Ensuite, la troisième colonne, ce sont les procédures. Donc, les procédures, c'est plus au niveau de l'aspect cognitif de la chose. Donc, par exemple, je vais donner comme exemple, savoir faire du vélo, c'est un aspect qui est procédural parce que tu n'as pas nécessairement besoin d'y penser.
C'est juste un automatisme et tu le fais. Par exemple, ça peut être lorsqu'on apprend un nouveau langage, la prononciation des mots serait un exemple de procédure. Tu penses pas exactement à comment est-ce que tu prononces un mot, tu vas plus penser à quel est le mot et ça va sortir en général tout seul. Maintenant que tu sais pourquoi est-ce que tu veux apprendre quelque chose et qu'est-ce que tu veux apprendre, maintenant c'est l'étape de se demander comment est-ce qu'on veut l'apprendre. Donc il y a 2 méthodes pour déterminer comment est-ce que tu vas apprendre quelque chose. La première c'est l'étalonnage ou bien le benchmarking et la deuxième c'est accentuer, exclure. Pour l'étalonnage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller regarder, admettons, les façons courantes que les personnes qui cherchent à apprendre un peu le même curriculum que toi par rapport à un sujet donné font en général. Donc, par exemple, dans le livre, l'auteur dit que notamment, il voulait faire un bac en informatique du MIT en 1 an. Et dans tout ça, il a dû prendre, dans le fond, un programme en général que le MIT offre en informatique pour ensuite baser sa méthode d'apprentissage sur les cours qui sont offerts. La deuxième méthode, c'est accentuer et exclure. Donc, une fois que tu as une idée de l'étalonnage, comment est-ce que les personnes apprennent ton sujet d'intérêt, ensuite, tu peux regarder par rapport à ton but final, si jamais il y a des aspects que tu aimerais accentuer, donc qui seraient plus importants que les autres pour, admettons, le projet final que tu aimerais avoir, versus ceux qui sont peut-être pas nécessairement pertinents et que tu sais que tu pourrais mettre moins d'efforts dessus. Puis là aussi, avant de commencer tout projet d'apprentissage, c'est important de faire de la recherche, mais combien de recherche est nécessaire? En général, la règle de base, c'est de prendre à peu près 10% du temps que tu penses mettre dans le projet global. On va reprendre le même exemple que l'auteur. Disons que tu veux apprendre l'informatique et que tu veux te donner 60 heures pour l'apprendre sur, je sais pas moi, 6 semaines. En général, le temps que ça va te prendre à faire ta planification et ta recherche devrait être proportionnel aux 60 heures, ce qui t'amènerait à 6 heures de planification. Le deuxième principe, c'est la concentration. On le sait tous, c'est hyper important d'être concentré pour bien retenir l'information, mais est-ce que c'est facile? Absolument pas. On souffre tous de problèmes de concentration et c'est exactement ça qu'on va aborder en ce moment. Le premier problème de concentration, je pense que j'apprends rien à personne, c'est la procrastination. En général, pourquoi on procrastine? C'est qu'il y a une autre tâche qui nous semble plus attractive que la première, on a une aversion à faire la tâche qu'on est supposé faire, ou bien encore un mix des deux. Par exemple, c'est vraiment important de reconnaître lorsqu'on est en train de procrastiner, et il y a quand même quelques trucs pour nous aider à passer par-dessus justement cette procrastination qu'on fait tous, les voici. Le premier truc, en fait, c'est de reconnaître que tu es en train de procrastiner, que lorsque tu le fais, prends un moment pour t'arrêter, et juste te demander pourquoi est-ce que tu fais ça en ce moment? Est-ce que c'est justement parce que la tâche, il y a un besoin qui est non adressé, cette tâche-là va t'amener un gain plus élevé, ou bien pourquoi est-ce que tu as de l'aversion envers la tâche que tu dois faire? Une fois que tu réalises que tu es en train de procrastiner, que tu as répondu à l'une des deux questions, c'est de te mettre un timer pour 5 minutes et tough it out, vis dans le désagrément. Et souvent, la raison pour laquelle on se donne 5 minutes, c'est que la partie la plus difficile à procrastiner, c'est commencer notre tâche. Mais une fois que tu commences à la faire et que tu rentres dans un certain flow, je te garantis que passer le 5 minutes, tu vas probablement avoir beaucoup plus de facilité à continuer ta tâche et la terminer que si tu t'étais pas mis le timer de 5 minutes et que tu avais juste jamais essayé. Ensuite, si jamais la méthode du 5 minutes fonctionne pas, tu remarques que tu prends un peu trop de pause, donc tu vas faire un 5 minutes, tu prends une pause. Tu prends un autre 5 minutes, tu prends une pause. Et que ça recommence à faire un certain pattern, ce que je te conseille d'essayer, c'est la méthode Pomodoro. Donc en fait, tu vas te mettre un timer de 25 minutes, puis ensuite, tu vas te mettre un autre timer encore une fois de 5 minutes pour prendre une pause. Et je te conseille pendant cette pause-là de pas nécessairement aller sur les réseaux sociaux parce que c'est là ensuite que le 5 minutes peut se transformer en 10, 15, 20. Donc dans le 5 minutes en général, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais va prendre une marche, lis quelques pages d'un livre, prends une collation, fais n'importe quoi qui ne nécessite pas nécessairement de penser en tant que tel, mais qui va te faire un peu décrocher de ce que tu fais en ce moment. Un autre aspect important, c'est de ne pas essayer de faire un problème plus difficile que le problème que tu es en train de faire. Si déjà t'es tanné de ta tâche, si tu vas faire quelque chose dont tu n'as pas l'impression que tu peux passer par-dessus, c'est pas du tout motivant. Ça va juste ramener ce sentiment de désagrément encore plus et c'est pas ça qu'on veut. Planifier dans ton calendrier aussi quand est-ce que tu vas étudier, c'est une autre bonne technique pour vraiment être concentré parce que ça te permet de déjà savoir mentalement que tu as cet espace-là cette semaine qui va devoir être consacré à étudier. Disons, je sais pas, je vais prendre mon exemple parce que j'essaie d'apprendre le coréen en ce moment. Personnellement, planifier pendant ma semaine pour apprendre, c'est pas des choses qui fonctionnent pour moi. J'aime pas avoir des blocs de travail. Donc sinon, une autre méthode que tu peux faire, c'est par exemple de faire ta to-do list. Donc disons, moi, ce qui fonctionne, c'est que je sais que pendant une semaine donnée, j'ai tel concept à apprendre, bien j'ai tel mot à réviser ou quoi que ce soit. Puis je me les mettre dans la to-do list de la semaine et je la coche lorsque ça me tente. Des fois, ça va être pendant la fin de semaine, je vais peut-être cruncher un petit peu plus. Des fois, c'est certains moments pendant la semaine. Peu importe où est-ce que c'est, si c'est sur ma to-do list, moi, c'est comme ça que je fonctionne. D'autres personnes aiment mieux planifier, mettre ça à leur calendrier. Peu importe ce qui fonctionne pour toi, tant que c'est à l'horaire, somewhere, somehow, c'est ça qui est important. Donc, on a vu pourquoi est-ce qu'on procrastine, comment passer par-dessus, mais maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est en train de faire la tâche que l'on doit faire, mais
qu'on est extrêmement distrait par tout ce qui se passe autour de nous. Donc, à moins que tu sois dans un flow, qui est un état en fait que si jamais, je suis pas mal certaine qu'on a tous expérimenté ça à un moment ou à un autre de notre vie, mais c'est lorsque tu n'as aucune notion du temps qui passe, tu es vraiment focusé sur la tâche. On dirait que justement ton cerveau pense plus à autre chose que quoi que ce soit que tu es en train de faire en ce moment. Et c'est fascinant. Moi, ça m'arrive quand je viens d'éditer mon podcast. Des fois, je peux éditer sur Final Cut pendant des heures et ensuite je regarde, il est rendu tard. Ça, par exemple, c'est un état de flow et c'est lorsque ta concentration est maximale. Maintenant, c'est pas du tout un état qui est soutenable dans le temps et c'est très rare que lorsque tu vas apprendre un certain sujet, tu vas être dans un état de flow tout le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter d'être distrait? En général, il y a 3 sources de distraction, soit l'environnement, la tâche ou ton esprit. Donc, pour que ton environnement soit optimal, il faut que tu le testes de différentes manières. Par exemple, je sais que moi, pour rentrer dans un flow state, en général, je travaille vraiment bien dans des cafés parce que ça me change de ma chambre, mon bureau, et c'est souvent plus facile pour moi de me concentrer parce que je sais que les autres personnes autour de moi aussi sont là pour travailler en général, donc ça me motive aussi à travailler. Puis, il y a aussi un concept dans l'environnement qui est super intéressant. Donc, ton environnement va venir jouer sur ton niveau de vigilance, qui est alertness en anglais. C'est quoi la vigilance? C'est à quel point ton cerveau en ce moment est stimulé ou pas. Donc, par exemple, lorsque tu es dans un café et que, admettons, il est 6 heures du soir, tu viens de finir ta journée de travail, ton niveau de vigilance va probablement être très bas parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées dans la journée. Donc, ce qui est conseillé en fait lorsqu'on a un niveau de vigilance qui est bas, c'est d'aller dans un environnement avec quelques stimuli pour justement être stimulé et donc apprendre mieux. Si tu es chez toi tout seul, tu peux mettre une petite musique d'ambiance, rien de trop agressif, rien potentiellement avec des paroles parce que ça te distrait aussi. Moi, en général, j'aime vraiment écouter de la musique qui est soit lo-fi ou bien des vibrations sur YouTube comme white noise pour la concentration. Ça, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, moi, pour me concentrer. Lorsque je suis dans des cafés, que je sois chez nous, peu importe où est-ce que je vais être, moi, j'ai remarqué que ça m'aide extrêmement à me concentrer. Mais si pour toi, admettons, tu fonctionnes mieux dans le silence, whatever suits your boat. Mais si aussi tu as un niveau de vigilance qui est trop élevé, donc admettons, je vais te donner comme exemple, tu as vraiment pris beaucoup de café, là, tu es hyper, tu sais que tu dois te concentrer, bien probablement qu'ajouter un stimuli extra par-dessus le fait que tu es déjà extrêmement stimulé va pas t'aider à plus te concentrer, ça va plus te nuire. Donc connaître ton environnement et savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi est super important. Le deuxième aspect, c'est la tâche. Donc, par exemple, la tâche, on est d'accord pour se dire qu'en général, lire un livre nécessite plus d'énergie mentale que de regarder une vidéo. Lorsque tu vas aller apprendre, il faut que tu sois au courant de quelles sont les manières qui te permettent d'apprendre le mieux et le plus efficacement. Donc, si, disons, tu es quelqu'un qui sait que tu apprends mieux lorsque tu écoutes, ben, va pas lire un livre, va écouter un cours, va regarder une vidéo sur YouTube, quelque chose qui va te permettre d'écouter et de pouvoir apprendre en même temps va être la manière optimale pour toi. À l'inverse, il y a des gens qui adorent lire et que leur manière de rétention, c'est la mémoire photographique. Donc, lire un livre va potentiellement être plus efficace que de regarder une vidéo où est-ce qu'une personne parle et explique des concepts. Sinon, si par exemple, il faut vraiment que tu fasses l'un des deux et que c'est pas nécessairement ta méthode d'apprentissage la plus efficace, ce que je te conseille, c'est de prendre des notes pour que tu restes réveillé et actif. Donc, moi, en général, quand je lis un livre, ce que je vais faire, c'est que je vais lire. Et lorsqu'il y a des concepts que je trouve intéressants, je prends mon téléphone, je me note la page, le concept pour y revenir plus tard. Quand je fais cette tâche-là, je sais que j'ai une concentration active parce que j'ai 2 choses à faire. Faut que je lise le livre, faut que j'analyse l'information et que je dois prendre des notes. Donc, ça m'aide à me concentrer. Ensuite, le 3e problème de concentration, c'est ton esprit. Donc, on le sait tous, en général, il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Tout ça peut faire en sorte que, naturellement, ça va venir empiéter sur ta concentration et ta tête va pas nécessairement être sur la tâche en ce moment s'il y a des grosses choses qui se passent dans ta vie et qui amènent une charge émotionnelle. Le plus grand conseil que je peux te donner dans ces moments-là, c'est essaye le plus possible de rester sur ta tâche, même si ta tête est pas 100% là. Un 5 secondes d'attention, même si ta session est pas la plus productive, c'est que ça indique à ton cerveau que tu es capable de faire des choses qui sont difficiles en restant sur ta tâche et tout en étant en train de vivre ces émotions-là. Et 2, la prochaine fois que ça t'arrive, ça va être encore plus facile, même si ça va jamais être extrêmement facile, on est d'accord, là, mais ton cerveau va s'habituer à pousser au travers de ces pensées-là et de rester sur ta tâche. Puis une autre manière aussi, je te dirais, de gérer ces émotions-là quand ça arrive, c'est de les accepter, savoir qu'elles sont là, leur donner de l'espace et juste pas te sentir mal par rapport à ça. Parce que de dire « Oh mon Dieu, genre je peux pas me sentir comme ça, je dois étudier, je dois apprendre telle chose », c'est l'inverse de ce que tu dois faire parce que c'est tellement nocif à faire. C'est pas ça qui va t'aider. Oui, tu te sens peut-être triste, anxieuse en ce moment, mais ça définit pas la personne que t'es, c'est un moment. Donc apprends à le laisser aller, apprends à l'accepter,
puis c'est comme ça ensuite que tu vas t'améliorer pour les prochaines fois. Ensuite, la question revient de combien de temps est-ce que tu devrais étudier en général? Une règle de base, c'est que étudier sur différentes petites périodes. Donc, par exemple, si jamais tu as 10 heures à donner sur un sujet, c'est plus facile de faire 1 heure à chaque jour pendant 10 jours que de cramer 10 heures d'études en ligne droite. Le troisième concept, c'est la directivité. Ce troisième principe est celui que notre système scolaire a de la difficulté à appliquer en général, parce que souvent à l'école, on nous apprend juste à lire des textes, les réécrire, sortir des concepts dans certains problèmes donnés, mais on n'a jamais d'application directe. Ce pourquoi ça vient aussi nuire à notre capacité d'apprentissage sur le long terme. Souvent, en fait, en classe, c'est qu'on va étudier des faits, des concepts ou des principes, mais qui sont déconnectés de leur application future. Donc, ça fait en sorte que, en général, lorsqu'on arrive avec un problème dans la vraie vie où on doit les appliquer, on sait pas comment parce qu'on l'a jamais fait. En fait, le principe de directivité affirme que c'est en pratiquant ce qu'on souhaite apprendre qu'ensuite on va pouvoir les maîtriser et les garder en tête sur le long terme. La manière la plus simple pour procéder, c'est vraiment, par exemple, si tu veux apprendre une langue, va dans le pays où la langue est parlée et efforce-toi de ne pas parler ta langue maternelle et juste faire la langue que tu aimerais apprendre. Je te garantis que tu vas apprendre extrêmement plus rapidement que tous les progrès que tu aurais pu faire en classe. Ou par exemple, si jamais tu cherches à apprendre à programmer, fais-toi un but de développer une certaine application ou un programme qui va te permettre de mettre en lumière les compétences que tu souhaites avoir. Le transfert, c'est lorsque tu apprends quelque chose dans un certain contexte et que tu l'appliques à un autre. C'est pourquoi, justement, comme je disais, lorsque tu prends un examen, c'est difficile de te rappeler des concepts que tu as appris auparavant parce que, après l'examen, en général, tu réappliques plus jamais ces concepts. Donc, c'est sûr que ça va pas rester dans ton esprit. Puis, une autre des raisons pour laquelle on a de la difficulté avec le transfert, c'est que plus tu as de connaissances envers un sujet, plus ensuite c'est facile de faire des liens entre les concepts que tu connais déjà et ensuite les appliquer dans d'autres contextes. Puis aussi, en général, c'est pour ça que le moins de connaissances que tu as, le plus difficile, c'est de faire un transfert. Comment est-ce que la directivité résout le problème de transfert? Lorsque tu apprends dans un contexte qui est lié à l'utilisation du concept que tu aimerais apprendre, ça fait en sorte que le problème de transfert est grandement réduit parce que tu es littéralement en train de faire la tâche et toutes tes capacités cognitives en général sont à l'œuvre, ce qui fait en sorte que la rétention long terme est beaucoup plus efficace. Puis ça favorise aussi le transfert vers de nouvelles situations parce que lorsque tu fais quelque chose, il y a énormément de subtilités dans la vie réelle que tu pourrais jamais retrouver soit dans des livres ou bien dans une classe, de par le fait que c'est seulement une application dans un certain contexte qui t'est donné et pas la vie réelle. L'important lorsque, admettons, tu veux vraiment pratiquer le principe de directivité, c'est de trouver un projet que tu peux faire en même temps d'apprendre la compétence que tu veux avoir. Donc, disons que tu veux en apprendre sur l'histoire du 19e siècle. L'un des projets que tu pourrais faire, c'est créer une thèse sur l'un des sujets qui a marqué le 19e siècle et faire exactement comme une thèse de maîtrise, mais pour toi-même. Sinon, ça peut être aussi de le communiquer à d'autres personnes. Donc, est-ce que tu aimerais faire comme un cours en ligne, comme moi je fais un peu avec le podcast? Ou sinon, est-ce que tu aimerais créer une page web pour en parler, avoir un blog par rapport à ça? Toutes ces idées-là sont des exemples de directivité parce que ça t'incite à, oui, prendre certaines informations, mais les appliquer aussi dans un contexte de vie réelle. Donc, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Donc, les 3 exemples que je viens de te donner sont de l'apprentissage basé sur la méthode projet, mais aussi ensuite l'apprentissage immersif. Donc, par exemple, dans le contexte que tu aimerais apprendre une nouvelle langue, va dans le pays et efforce-toi de parler juste cette langue-là, même si c'est inconfortable, même si tu as très peu de mots, je te garantis que tu vas apprendre ultra rapidement. Et plus tu le fais, plus ça va devenir naturel pour toi et tu vas t'habituer. Et aussi, naturellement, lorsque tu apprends une langue, le fait d'être avec des gens locaux et natifs, ça fait en sorte que tu vas pouvoir beaucoup plus analyser les subtilités du langage que si tu apprenais juste dans une salle de classe avec d'autres personnes aussi qui sont au même niveau d'apprentissage que toi. Ensuite, il y a la méthode qu'on appelle simulateur de vol. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que ça a été prouvé que lorsque tu peux reproduire un contexte artificiellement, ça peut être aussi efficace pour apprendre que la vraie chose. Pourquoi ça s'appelle la méthode du simulateur de vol? C'est que lorsque des personnes essaient d'apprendre à être pilote d'avion, naturellement, tu vas pas les envoyer piloter un avion avec juste avoir lu des livres ou quoi que ce soit. Si, dans le fond, ils sont mis dans des situations qui font appel à leur jugement, à prendre des décisions rapides et qui simulent les mêmes caractéristiques qu'un vol réel, c'est aussi efficace que d'apprendre dans un véritable avion. C'est mieux échouer dans un simulateur qu'échouer en vrai vol. Et la dernière approche de directivité, c'est celle de surenchère. Je sais pas exactement si c'est le bon terme, mais j'ai expliqué ce que ça veut dire. Donc, en fait, ça, c'est lorsque tu vas aller apprendre un certain niveau. Donc, disons, tu veux passer l'examen B1 pour une certaine langue. Mais au lieu de juste te satisfaire d'aller étudier le matériel nécessaire à atteindre le niveau B1, tu vas aller chercher le matériel pour le niveau B2.
qui va te forcer à étudier beaucoup plus efficacement et intensément que si tu l'avais juste fait pour le niveau B1. Ça te force à dépasser tes limites et en même temps à prendre plus de matériel que tu l'aurais probablement fait avec juste le niveau B1. Oui, maintenant, la directivité, c'est un excellent point de départ pour apprendre une nouvelle compétence parce qu'on sait que l'application directe est la manière la plus rapide d'apprendre, mais ça nous amène à notre prochain principe qui est la répétition ciblée ou le drill. Donc, notre quatrième principe, c'est la répétition ciblée. En chimie, il y a un concept qui s'appelle l'étape déterminante de la vitesse. Ça se produit lorsqu'une réaction chimique comporte plusieurs étapes où le produit d'une étape devient le réactif de la suivante. L'étape déterminante, en fait, c'est celle qui est la plus lente, qui prend le plus de temps et en général qui va créer un bottleneck dans tout le reste de la réaction. Le principe peut donc aussi être répliqué en apprentissage. Peut-être que c'est un concept qui est plus difficile à maîtriser, un aspect qui prend plus de temps et c'est exactement ça qu'on va vouloir cibler. Et donc, il y a certains concepts dans toutes les compétences que tu vas vouloir apprendre qui vont venir créer un bottleneck dans la rapidité à laquelle tu vas pouvoir venir maîtriser le sujet. Disons que tu vas apprendre une langue. Ici, ce qu'on peut regarder, c'est le vocabulaire. On s'entend, le moins de vocabulaire que tu as, le moins de phrases que tu peux prendre, le moins tu peux communiquer, et donc, ça devient un blocage. Le plus de mots que tu vas apprendre à l'opposé, si disons on pouvait télécharger des milliers de mots dans ta tête en ce moment, je te garantis que tu serais beaucoup plus apte à créer des phrases plus rapidement, efficacement dans un concept que le contraire. Donc ici, le vocabulaire pourrait être considéré comme étant un bottleneck. Plus tu ajoutes de vocabulaire, plus ta fluidité naturellement s'améliore, peu importe si tu connais des concepts grammaticaux ou de prononciation. Lorsque tu pratiques une tâche complexe, ta capacité cognitive naturellement est quand même très sollicitée, ce qui fait en sorte que ça peut être difficile de se concentrer sur un seul aspect. La répétition ciblée, ça vient résoudre le problème de la charge cognitive en simplifiant une tâche et en faisant en sorte que tu puisses te concentrer exclusivement là-dessus. Ça peut sembler comme si faire la répétition ciblée sur un seul aspect vient contredire l'aspect de directivité. Donc, comment est-ce qu'on applique les deux concepts ensemble? La première étape pour régler cette contradiction, c'est de commencer en fait par l'aspect de directivité. Tu vas venir alterner la pratique directe et la répétition ciblée. Donc, naturellement, tu vas commencer par appliquer ta compétence dans un concept donné et un contexte qui va être similaire à la réalité pour voir comment est-ce que tu pratiques ce concept-là et comment est-ce que ça donne pour toi. Une fois que tu as analysé le concept dans le contexte donné, c'est là ensuite que tu peux cibler quelles étapes te prennent le plus de temps ou bien quelles étapes te donnent le plus de difficultés. Une fois que tu as fait ta répétition ciblée, ensuite tu recommences encore le contexte, tu refais le concept dans un contexte donné pour t'assurer que, admettons, la répétition ciblée que tu viens de faire a été efficace. Si c'est pas le cas, tu recommences le processus jusqu'à ce que l'étape bottleneck n'en soit plus une. Comment est-ce que tu peux aussi faire de la répétition ciblée efficace? La première méthode, c'est de prendre des moments temporels et de les répéter. Par exemple, ça c'est beaucoup ce qu'on voit en musique, donc admettons, lorsqu'on va apprendre une pièce de piano, on va se concentrer sur une certaine partie de la partition avant de faire la pièce au complet. Une autre manière de faire ça aussi, c'est de prendre des composants cognitifs. Donc par exemple, lorsque tu vas apprendre un langage, disons que la prononciation, c'est ce qui est le plus difficile pour toi. Ce que tu peux faire, c'est de prendre quelques mots qui ont des similitudes, donc qui sonnent à peu près pareil, mais peut-être où l'accent tonique n'est pas le même, donc ils vont s'écrire de la même manière, mais la prononciation va pas être la même. Donc par la suite, tu peux écouter quelqu'un, admettons, dans la langue native, qui dit ce mot-là, tu t'enregistres, tu répètes le mot, tu compares les deux, et comment est-ce que tu performes par rapport à la langue native versus ton enregistrement. Ensuite, il y a la méthode du copier-coller. Donc, c'est souvent, admettons, lorsque tu vas vouloir faire quelque chose de plus créatif, si, par exemple, tu peux prendre une image qui est déjà faite, la copier pour, admettons, ensuite te concentrer sur comment faire des ongles, ça va être plus efficace que juste vouloir recopier une image du début à la fin et en plus te focusser sur les aspects de lumière et ombre. Ensuite, il y a aussi la méthode de la loupe. Donc ça, cette méthode-là, ça te permet de te concentrer sur un aspect qui est ultra spécifique. Donc disons que tu écris un essai et tu veux maximiser la manière dont tu as écrit une phrase. Bien, tu vas écrire plusieurs variations de cette même phrase exactement pour ensuite déterminer laquelle va être la plus efficace. Ça signifie que tu vas passer, oui, plus de temps sur la phrase, mais aussi ça va te servir dans le processus global. Et sinon, la dernière méthode, admettons, c'est un enchaînement des prérequis. Donc, par exemple, tu peux commencer par l'étape la plus difficile ou bien prendre un problème de mathématiques que tu n'es pas nécessairement qualifié pour faire encore. Et ensuite, tu reviens à la base pour aller étudier quel concept t'a manqué pour apprendre les prérequis que tu n'avais pas nécessairement au début, mais que tu sais que tu en auras besoin dans le futur. Naturellement, la clé pour progresser rapidement, c'est de prendre en considération l'aspect le plus difficile, même si c'est vraiment pas le fun à faire. C'est très, très frustrant au début, mais c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir le plus grand gain d'apprentissage, de te concentrer sur les aspects les plus difficiles. Ça va t'aider sur le long terme à avoir des compétences qui sont beaucoup plus développées. Puis le défi aussi, c'est vraiment un moteur d'apprentissage qui est efficace. Donc tout ça, ça nous amène au prochain principe qui est la récupération.
La récupération ou la difficulté du problème devient la clé pour apprendre plus rapidement. Rappelle-toi lorsque tu étais à l'école et que tu avais à étudier pour un examen. Je vais te donner 3 choix de manière d'étudier et dis-moi laquelle tu penses va être la plus efficace. La première, c'est juste de lire tes notes, relire encore et ensuite aller passer l'examen. Le deuxième, c'est de faire une carte de concept. Donc, admettons, tu vas prendre un des concepts principaux et tu vas te faire des bulles avec les autres concepts qui sont liés à ce concept principal. Et la troisième manière, c'est de ne pas relire ton livre, mais bien de te forcer à te rappeler de certains concepts pendant ton cours toi-même. Qu'est-ce que tu choisis entre les 3? Selon des études en psychologie, ça peut avoir l'air contre-intuitif, mais les personnes qui réussissaient le mieux dans un examen donné étaient celles qui étaient capables de se remémorer des étapes, des éléments ou bien des concepts d'apprentissage qu'ils devaient apprendre eux-mêmes. Encore là, pourquoi est-ce qu'admettons, on ne fait pas tous le rappel libre pour étudier? La raison principale, c'est qu'on est vraiment mauvais pour évaluer notre capacité d'apprentissage et comment est-ce qu'on connaît des concepts. Donc, c'est pour ça, en tant qu'étudiant en général, que lorsque on veut étudier, on va aller lire un livre, on va aller faire les problèmes parce que c'est beaucoup plus facile comme concept que de se faire confiance et d'essayer de se rappeler par nous-mêmes qu'est-ce qu'on a appris. Par contre, si, admettons, tu vas demander à quelqu'un de lire un livre versus de pratiquer le rappel, sur le court terme, la personne qui a lu le livre, oui, naturellement, va te sortir les informations plus facilement. Mais sur le long terme, la personne qui a pratiqué le rappel a une vraiment meilleure rétention des informations que la personne qui a juste lu un livre. Et là, il y a quelque chose que j'ai lu dans le livre qui m'a vraiment intéressée, qui était le test en amont. Donc, en fait, ce que ça dit de faire, c'est d'avant de prendre un cours, tu vas prendre un des examens finaux et tu vas essayer de le faire. T'as pas encore fait le cours. Tout ce que t'as, c'est tes connaissances que tu as déjà, mais le fait de faire des problèmes auxquels tu n'as pas encore la réponse, ça fait en sorte que lorsque tu vas apprendre le sujet, ton cerveau va déjà être concentré à aller trouver les réponses aux problèmes justement que tu comprenais pas. Et ça fait en sorte que ta concentration va être beaucoup plus efficace parce que tu as déjà une idée du genre de problème qui est dans les examens et des contextes dans lesquels appliquer ce que tu vas apprendre. Maintenant, comment est-ce que tu peux pratiquer le rappel? Donc, la première méthode, c'est les cartes flash. Donc, je me souviens, au secondaire, on adorait ça. Souvent pour les faits, se rappeler de certaines formules, des mots de vocabulaire, c'est super efficace. Mais lorsqu'il va venir le temps d'appliquer ces concepts-là, c'est pas les cartes flash qui vont venir t'aider. Tu vas devoir combiner certaines méthodes avec ça pour être certaine que c'est hyper efficace. Ensuite, la deuxième méthode, celle que j'ai parlé depuis le début du principe, c'est le rappel libre. Donc, par exemple, lorsque tu es en classe et que tu termines un cours, au lieu de regarder tes notes directement, essaye de prendre une feuille de papier et juste écrire les concepts desquels tu te rappelles. Essaye de remettre le plus d'informations possible sur la feuille. Comme ça va faire en sorte que tu travailles beaucoup plus activement et tu vas vraiment les retenir mieux par la suite. Ensuite, la troisième méthode, c'est celle des questions. Donc, par exemple, tu essaies de te rappeler un certain fait, comme admettons, en quelle année la Magna Carta a-t-elle été signée? C'est l'exemple que j'ai donné un peu plus tôt. Et naturellement, lorsque tu vas poser cette question-là, à la fin du cours, ce que tu vas faire, c'est que tu vas relire tes questions et tu vas essayer de répondre à la question toute seule. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça fait un mix du rappel libre, mais aussi ça te donne des indices sur qu'est-ce qui a été appris pendant le cours, ou bien pendant peu importe ce que tu essaies d'apprendre. Ensuite, tu peux essayer de te donner des défis aussi dans ta manière d'apprendre. Donc, admettons, lorsque tu apprends une nouvelle technique, essaie d'écrire un petit rappel pour essayer de trouver un cas pratique que tu pourrais mettre en œuvre après, fait en sorte que tu pourrais littéralement appliquer la technique que tu viens d'apprendre concrètement. Le principe de récupération, ce qui est important à comprendre, c'est que tu as peut-être un petit peu plus de difficulté à t'en rappeler, mais cette difficulté fait en sorte que ton cerveau perçoit que c'est plus important et c'est aussi pourquoi ça va te rester beaucoup plus sur le long terme. Le sixième principe, en fait, c'est la rétroaction, donc le feedback. C'est important de savoir dans la vie aussi que pas toutes les rétroactions vont être bonnes pour ce que tu cherches à accomplir et ça va être important de passer par-dessus cette peur de la rétroaction. Parce qu'en fait, pour plusieurs personnes, c'est l'aspect émotionnel d'être jugé, que notre identité est remise en question, notre valeur aussi. Mais avoir de la rétroaction, c'est tellement important pour savoir si nos efforts sont à la bonne place, comment est-ce qu'on s'améliore, quels sont justement nos points d'amélioration pour qu'ensuite, qu'on puisse apprendre d'une manière efficace et beaucoup plus rapide que si on était juste resté dans notre petit cocon confortable. Lorsque tu vas aller chercher un feedback qui est direct en général, ça te permet de passer par-dessus cette peur et honnêtement, la difficulté réside dans l'appréhension d'avoir la rétroaction, pas la rétroaction elle-même. En général, dans la vie, il y a 3 types de rétroaction. Il y a la rétroaction qui est basée sur les résultats, l'information et la correction. La première rétroaction, c'est celle qui est des résultats. C'est celle en général qui est la moins directe. Le meilleur exemple que je peux donner, admettons, c'est une compagnie lance un nouveau produit
Et on entend beaucoup de reviews, d'avis de consommateurs et qui disent qu'admettons, ils ont vraiment aimé cette fonction, mais pour d'autres, c'est celle qu'ils détestent le plus. Ils aiment pas la couleur d'un certain objet, ce qui fait en sorte qu'ils vont peut-être pas l'acheter. Ou bien, admettons, un produit a peut-être moins performé aussi, peut-être qu'il y a eu moins de ventes, tandis qu'ils pensaient que ça allait être un best-seller. Mais ça fait en sorte qu'il y a tellement d'informations en même temps qui viennent de plusieurs sources différentes que ça permet pas de focusser sur un seul élément et expliquer pourquoi quelque chose fonctionne versus qu'est-ce qui fonctionne pas. Ensuite, on a la rétroaction informative. Donc, ça, en fait, ça va venir te dire qu'est-ce que tu fais de mal, mais pas nécessairement comment est-ce que tu peux l'améliorer ensuite. Le meilleur exemple de rétroaction informative que je peux te donner, c'est par exemple, tu fais une présentation devant une salle, le langage corporel des personnes vont immédiatement te dire s'ils sont intéressés par ta présentation ou pas. C'est de l'information que tu vas venir prendre, que tu vas analyser, mais ça te dit pas du tout qu'est-ce que tu dois faire mieux. Donc, si, admettons, ils s'ennuient, comment est-ce que tu peux avoir leur attention et comment changer ta présentation pour que ça devienne stimulant. Ce qui nous amène au troisième type de rétroaction, qui est la rétroaction correctionnelle. La rétroaction correctionnelle, en général, c'est celle qui va venir d'une coach, d'une mentor, d'une professeure, peu importe ça vient de qui, c'est quelqu'un qui est passé par où est-ce que tu es en ce moment et qui peut venir te dire qu'est-ce qui fonctionne pas, quoi changer, quoi faire, et donc c'est là que la beauté du feedback devient géniale. Puis souvent avec ce mentor-là, c'est sûr qu'il y a une relation qui va se créer, donc il y a une relation de respect mutuel qui doit être là aussi pour que le feedback soit efficace. Puis vraiment, ça t'aide à avoir une map de où est-ce que t'es puis où est-ce que tu dois aller et comment t'y rendre. En bref, la rétroaction est efficace juste si t'apprends de tes leçons. Mais comme on le sait en tant qu'humain, notre mémoire n'est pas toujours efficace, ce qui nous amène au prochain principe qui est la rétention. La première chose qu'on va regarder, c'est pourquoi est-ce qu'on oublie. La première hypothèse, c'est que dans le fond, on oublie avec le temps. Donc, par exemple, on va toujours avoir plus de facilité à se rappeler un événement qui est arrivé la semaine dernière qu'un événement qui est arrivé il y a un mois. Par contre, ce qui vient un peu défaire cette idée-là, c'est qu'il y a des moments qu'on se rappelle lorsqu'on était très jeune et qu'on a encore dans notre conscience. Donc, ça fait en sorte que certains moments vont être plus imprégnés dans notre mémoire basés sur leur effet émotionnel. La deuxième raison pourquoi on oublie des choses, c'est l'interférence. Donc, l'interférence proactive, en fait, c'est un type d'interférence qui va faire en sorte que, disons qu'on a un tiroir de dossiers. Ce tiroir-là est absolument plein. Donc, insérer un nouveau dossier à l'intérieur va être beaucoup plus difficile que si le tiroir avait moins de dossiers. Ben, c'est la même chose pour ta mémoire. Si, admettons, ta mémoire est déjà remplie, ajouter une nouvelle information va être beaucoup plus difficile pour toi. Ensuite, on a l'interférence rétroactive, qui est en fait lorsque une nouvelle information vient empiéter sur un souvenir. Donc, par exemple, tu parles en français et ensuite tu vas perdre un mot et le seul qui te vient, c'est un mot en anglais qui est ta deuxième langue. Ça, c'est un principe d'interférence rétroactive. Puis, en fait, la troisième hypothèse des gens, pourquoi on oublie, c'est qu'en fait, chaque pièce d'information est encore dans notre cerveau, mais en fait, pour y accéder, c'est comme s'il y avait une chaîne. Et avec le temps, la chaîne s'effrite, donc ça devient de plus en plus difficile de se rappeler d'un élément. Le meilleur exemple, c'est lorsque tu sais que tu connais un mot, tu l'as sur le bout de la langue, et, admettons, il y a une certaine information qui fait en sorte que tu t'en rappelles, mais cette information-là vient de réparer la chaîne qui était entre l'information et la reprendre. Donc, à chaque fois que tu te rappelles de quelque chose, tu fais un processus de reconstruction, mais comment maintenant est-ce qu'on peut améliorer notre mémoire et donc diminuer notre niveau d'oubli? Le premier concept, c'est l'espacement. Donc, le plus de temps que tu vas laisser entre apprendre un concept et te le répéter, le mieux tu vas t'en souvenir et le plus ça va être efficace. Donc, par exemple, l'application Duolingo fait ça extrêmement bien. Ça va te donner des mots, par exemple, à apprendre et le système est bâti sur le fait de te rappeler certains mots après un certain nombre de temps pour faire en sorte que tu ne l'aies pas oublié. Ensuite, la deuxième option, c'est la procéduralisation. Il y a une raison pour laquelle l'expression « c'est comme faire du vélo » existe et c'est pas comme se rappeler des principes trigonométriques. On est d'accord, c'est pas du tout la même chose. L'aspect procédural, ça fait en sorte que c'est vraiment ancré et t'as même pas besoin d'y penser, c'est pas actif, c'est préétabli. C'est comme par exemple, si tu tapes sur ton ordinateur, probablement que si tu mets tes mains sur ton clavier et que je te disais de faire la lettre W, instinctivement, sans même y penser, tu pourrais mettre la lettre W parce que ton cerveau l'a appris et c'est rendu un automatisme. Ensuite, on peut faire du surapprentissage. Donc, le surapprentissage, en fait, c'est lorsque on va répéter un concept encore et encore, même lorsque c'est établi, même lorsqu'on le connaît, pour être certain que ça reste le plus longtemps possible. Donc, le pratique de base, c'est d'affiner constamment les principes fondamentaux que tu connais par rapport à ce problème-là. Et la deuxième étape, c'est d'aller faire un problème qui est un petit peu plus difficile que ce que tu connais pour te rappeler les éléments qui étaient de base et que tu puisses les appliquer dans un autre concept et être certain que tu les connais
et que tu t'en rappelles. Ensuite, la dernière manière de passer par-dessus l'oubli, en fait, c'est la mnémonique. Donc, les mnémoniques, c'est un concept lorsque tu vas prendre un certain élément et tu vas te trouver des aspects que tu connais déjà et tu es capable de te former une image mentale. Donc, un site web qui le fait exactement bien, c'est Wanikani. J'en ai déjà parlé dans mon épisode précédent, en fait, lorsque je voulais apprendre le japonais, mais ils utilisent le concept des mnémoniques pour te faire apprendre les kanji. Je vais mettre un exemple à l'écran, quelque part ici, pour donner un exemple. Mais c'est hyper efficace lorsque tu apprends une nouvelle langue. Et si tu essaies d'apprendre beaucoup de données très rapidement, c'est efficace. Donc maintenant qu'on a une bonne mémoire et qu'on oublie vraiment moins, qu'est-ce qui est important à se rappeler? C'est qu'en fait, dans la vie, c'est pas juste important de se rappeler des concepts, mais bien trouver comment les résoudre de la meilleure manière possible. Qui nous amène à notre 8e principe, l'intuition. L'intuition, en fait, la première chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce que les experts diffèrent des débutants. L'intuition, ça vient du fait que tu as une énorme base de données et que tu as appris beaucoup de choses et que tu es capable d'analyser tous ces aspects-là pour faire des prédictions sur qu'est-ce qui s'en vient et quel est le meilleur mouvement à faire. Je dis mouvement en tant que tel parce que j'ai un jeu d'échecs en tête, mais ça peut être par exemple aussi pour résoudre des problèmes mathématiques. Donc lorsqu'ils ont analysé en fait comment est-ce que les débutants versus les experts analysaient les problèmes, ce qui est ressorti, c'est que les débutants se concentraient sur la nature superficielle d'un problème, tandis que les experts, dès qu'ils lisent un problème, ils sont capables d'associer le problème qui est donné avec les concepts qu'ils connaissent, donc les principes fondamentaux qui sont en jeu. Mais la seule manière d'y accéder malheureusement, c'est avec l'expérience, faire des problèmes, se pratiquer, ce qui fait en sorte que ensuite tu puisses avoir ces intuitions-là. L'intuition, ça peut sembler quelque chose qui est magique, qui est déjà donné, mais simplement le résultat de plusieurs années d'expérience. Maintenant, comment est-ce que tu peux développer ton intuition? Donc, la première chose, en fait, c'est que lorsque tu as un problème difficile, dès que tu as vraiment envie d'abandonner, mets-toi un timer de 10 minutes et continue le problème. Parce qu'en premier, en fait, souvent, c'est que tu as juste besoin d'un petit pouce de plus pour résoudre le problème et vraiment te creuser les méninges, trouver la solution. Mais aussi, ça prouve à ton cerveau que lorsque tu veux résoudre un problème difficile, tu restes devant et tu trouves la solution, mais aussi lorsque, admettons, tu trouves pas la réponse et que tu vas faire autre chose, ton problème reste quand même dans ta tête et tu peux y repenser et ton cerveau va quand même être concentré à résoudre ce problème-là dans d'autres contextes. Donc, c'est pour ça, admettons, lorsque tu vas aller te coucher le soir, t'as aucune idée de la réponse, tu te réveilles le matin, tu la trouves par magie, c'est à cause que tu t'es concentré sur le problème et que ton cerveau est quand même concentré à le résoudre, même si tu y travailles pas activement. La deuxième méthode, c'est de prouver ce que tu sais pour mieux la comprendre. Donc souvent, en fait, notre problème en tant qu'humain, c'est qu'on pense qu'on comprend un concept, mais finalement, on n'a pas les connaissances nécessaires pour le développer en profondeur. Donc par exemple, en ce moment, imagine-toi un vélo. Si jamais tu as une feuille de papier et un crayon, ce que tu vas faire, c'est que tu as l'image mentale d'un vélo, mais maintenant, dessine-le. Donc, par exemple, quelles pièces sont associées à quelles autres pièces, à quoi est-ce que ton vélo ressemble, et une fois que tu auras dessiné ton vélo, compare-le ensuite avec un vrai vélo. Est-ce que chaque élément que tu as mis dans ta feuille est présent autant dans l'image? La réponse, honnêtement, c'est probablement non. Oui, tu peux penser que tu comprends un vélo, mais à son potentiel et à sa vraie source, tu le comprends pas réellement. Lorsque tu es capable de décrire concrètement des concepts, c'est là que tu peux dire que tu l'as réellement appris et master. La troisième méthode pour l'intuition, c'est de faire un exemple concret. Donc souvent, admettons, pendant le cours, tu vas avoir une notion d'un problème de physique, mais tu sais pas exactement comment l'appliquer. Et oui, tu vas résoudre des problèmes, mais essayer de faire ton propre problème, de t'en créer un, et ensuite de le résoudre, ça va t'aider aussi à appliquer des concepts qui sont peut-être plus abstraits, parce que l'humain en tant que tel, on fait vraiment mal avec des concepts qui sont abstraits. C'est super important d'ajouter un problème concret pour venir pallier. Si t'es pas capable de créer un problème, ça veut dire que tu comprends pas assez les principes et c'est important de revenir à la base pour regarder qu'est-ce qui manque, comment est-ce que tu peux améliorer l'information et ensuite faire ton problème. Et la quatrième méthode pour améliorer son intuition, c'est de ne pas te mentir à toi-même. Parce que souvent en tant qu'humain, comme je l'ai dit plus tôt, on a ce biais à penser qu'on comprend réellement un sujet tandis qu'on ne le comprend pas du tout. Et ça fait en sorte que, probablement que tu peux penser à beaucoup de personnes dans le monde en ce moment à qui on peut appliquer ce concept-là, mais c'est le Dunning-Kruger effect qui fait en sorte que certaines personnes qui ont très peu de compétences et de connaissances sur un sujet pensent qu'ils en connaissent plus que des experts. Mais en bref, souvent en général, c'est que plus aussi tu as de questions qui émergent, plus tu comprends un sujet. Parce que tu es capable d'appliquer certains concepts ensemble, tu fais des liens, tu es comme « Ah, mais comment est-ce que ça interagit avec tel principe? » Plus tu poses de questions, plus tu maîtrises un sujet, et ça, c'est une bonne manière d'évaluer cette compétence-là. Maintenant, comme conseil pour développer son intuition, on a la technique Feynman.
La première étape, c'est noter le concept ou le problème que tu souhaites comprendre en haut d'une feuille de papier. Ensuite, dans l'espace en dessous, explique l'idée comme si tu devais l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, si c'est un concept, réfléchis à comment tu peux le transmettre à une personne qui en a jamais entendu parler. Et si c'est un problème, explique comment le résoudre et surtout, pourquoi cette procédure a du sens pour toi. Lorsque tu es bloqué, c'est-à-dire que ta compréhension échoue à fournir une réponse claire, retourne à tes livres, notes ou références pour trouver la solution. Quand est-ce que tu peux utiliser cette méthode? C'est lorsque tu as l'impression de ne rien comprendre à un sujet, qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre, ou bien pour développer ton intuition, comme on le dit tantôt, sur un sujet. Maintenant, tout ça nous amène à notre dernier principe qui est l'expérimentation. Donc, pourquoi l'expérimentation c'est important en fait? C'est que de base, lorsque tu vas commencer à apprendre un sujet, tu vas être pas mal au même niveau que toutes les autres personnes qui commencent à l'apprendre. Donc, vous avez la même base de compétences, il n'y a rien vraiment qui vous différencie dans le sujet, mais plus tu avances, plus les gens qui peuvent t'enseigner quelque chose de nouveau deviennent plus rares et spéciales, et c'est pour ça que tu dois expérimenter toi-même pour trouver la manière dont tu veux t'exprimer, faire le projet, développer ton art ou quoi que ce soit. Puis la différence entre un novice et un expert, en fait, ça réside pas nécessairement dans la capacité à résoudre les problèmes. Par exemple, en mathématiques, un bon mathématicien, c'est pas quelqu'un qui va être capable de résoudre rapidement des problèmes que tout le monde a été capable de résoudre avant, mais bien quelqu'un qui est capable de résoudre des problèmes que personne n'a été capable de résoudre avant. Pour l'expérimentation, il y en a 3 types. La première, c'est expérimenter avec des ressources d'apprentissage. Donc, par exemple, ce à quoi ça peut ressembler, c'est prendre un livre et ensuite appliquer les guides et les méthodes qui fonctionnent le mieux pour toi. Donc, une bonne stratégie, c'est, admettons, de prendre un livre, reprendre les concepts pendant une période donnée super intensivement et ensuite regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé et ensuite en tirer des leçons. Tu peux ensuite savoir si tu continues dans cette direction ou si tu essaies autre chose. La deuxième étape, c'est potentiellement d'expérimenter avec la technique. Donc, maintenant que tu sais, admettons, sur quoi te concentrer, comment est-ce que tu peux l'améliorer ou bien essayer une autre variation d'un sujet. Donc, souvent, en fait, ça va arriver lorsque tu as un sujet principal et tu vas vouloir te concentrer sur un sous-sujet et vraiment l'essayer pendant beaucoup de temps, longtemps. Ensuite, tu vas l'apprendre intensivement et tu vas évaluer ton progrès pour regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, encore une fois, par rapport à cette technique d'expérimentation. Maintenant que tu as expérimenté avec les ressources, la technique, c'est le style. Donc, souvent, dans plusieurs outputs créatifs, c'est ça qui va arriver. Donc, disons que tu veux faire une peinture, il y a énormément de styles de peinture que tu pourrais aborder. Mais quel style correspond plus à ce que tu as envie de faire, ce en quoi tu es bonne, tes passions? Il y a certaines compétences comme les mathématiques, je dirais, qui ont une seule bonne manière d'être appliquées, mais souvent les domaines créatifs ont tellement d'options qui s'ouvrent à toi qu'avec l'expérience, tu vas pouvoir développer ton style et vraiment regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, comment est-ce que tu peux optimiser le processus, comment est-ce que tu peux optimiser ton art et c'est là que vient la beauté de toute l'expérimentation que tu as fait parce que tu viens avec un ensemble de compétences et de situations. Puis ensuite, naturellement, pour expérimenter avec le style, tu peux trouver quelques maîtres dans certains domaines et ensuite réessayer de faire le même style qu'eux pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. L'expérimentation, en fait, ça lie tout ça ensemble parce que ça te force à apprendre de nouvelles choses, à tester les méthodes qui sont peut-être efficaces ou inefficaces et à te questionner sur vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui va venir te différencier ensuite dans ton apprentissage. Ça fait vraiment ressortir ton plein potentiel tout en évitant la routine et les croyances qui sont peut-être inculquées lorsque tu t'habitues à un certain sujet et tu commences à le maîtriser. L'expérimentation fait en sorte que tu restes toujours à ton plein potentiel. Donc maintenant que tu as appris les 9 principes clés pour apprendre de la manière la plus efficace possible, tout ce qui te reste à faire, c'est de les mettre en œuvre. La manière dont tu apprends pour vrai, ça peut totalement changer ta vie. Donc, que tu sois à l'école, que tu souhaites booster ta carrière ou bien que tu souhaites juste apprendre un nouveau sujet par intérêt personnel, je te garantis que tout ça a vraiment la possibilité de changer ta vie et faire en sorte que tu te différencies dans un marché qui est de plus en plus compétitif. Ça peut paraître beaucoup au début d'appliquer tous les principes ensemble, mais rappelle-toi de commencer petit et petit pas par petit pas, tu vas vraiment réussir à faire quelque chose de grand et l'important, c'est de continuer sans laisser tomber. Donc, je te conseille en général de prendre un but d'apprentissage que tu aimerais faire et ensuite comment est-ce que tu peux appliquer tous les principes pour réussir cet objectif-là. Tu vas avoir un plan de match beaucoup plus efficace que si tu fais juste continuer à y penser sans jamais actionner tout ce que tu dis. Donc, si tu as aimé cet épisode et que tu trouves qu'il y a eu de la valeur, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin et dis-moi en commentaire quel objectif est-ce que tu vas te fixer pour 2025 à apprendre. Naturellement, si jamais tu es passionné aussi par devenir la meilleure version de toi-même et apprendre de nouvelles choses, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.